Dieu soit loué, chaque jour est une vie et nous en profitons au maximum grâce au soul de vie qui nous permet d'avoir pour vous servir, mesdames, messieurs, chaque mercredi devant ce microphone. Mesdames, messieurs, bienvenue donc à votre émission de débat politique tout droit au but sur les zones de la radio de l'innovation émettant sur la 106.8 FM et aussi donc via le net optimafm.net en minuscule et vous nous suivez partout dans le monde. Dans ce numéro, donc, il sera question de débattre autour des sujets qui ont marqué donc la semaine ici au Burkina Faso. Notamment, donc, mesdames, messieurs, la rentrée scolaire qui est donc prévue pour le 1er juin en ce qui concerne donc les classes d'examen. Il sera aussi question donc de l'assassinat des 12 présumés terroristes dont on saura donc de quoi ils sont morts tout à l'heure donc à partir de Fada, puisque le procureur du tribunal donc de Fada anime un point de presse pour dire exactement de quoi est mort ces présumés terroristes. On en parle donc dans cette émission, mais aussi, vous l'avez certainement appris depuis hier, l'ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouda a été mis sous mandat de dépôt et il séjourne depuis hier donc dans la soirée du côté de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ce sera donc les sujets au menu de cette émission et pour en parler, mesdames, messieurs, je reçois pour vous monsieur Roger Sawadogo. Il est membre du secrétariat exécutif national donc du mouvement patriotique pour le salut MPS, donc parti dirigé par le professeur Augustin Loada. Bonjour monsieur Sawadogo. Bonjour monsieur Ouedraogo. Merci donc d'avoir accepté donc de répondre à cette invitation express, puisque ce n'est qu'hier qu'on vous a eu donc pour participer à ce numéro donc de tout droit au but. À la réalisation donc de votre émission, Fadila Compaoré et Renaud Palais, qui s'occupe également donc de la page web de la radio. Alors, mise en nom donc, ce sont donc le duo donc Compaoré et Palais. À la présentation, Lassina Ouedraogo. Alors, monsieur Sawadogo, d'entrée de jeu, on va vous accorder quelques minutes pour parler donc des actualités concernant donc le mouvement patriotique pour le salut, le MPS. Il y a longtemps qu'on ne vous entend pas trop sur le terrain. C'est dû donc à la Covid-19 ou quel est donc le problème? Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup à la radio Optima FM, en tout cas pour l'invitation que nous avions bien voulu répondre avec joie. Et il faut dire concernant les MPS, c'est un jeune parti d'1 an dans les textes, mais vieux de plus de 4 ans, en tout cas parce qu'il est né. Alors donc, 1 an dans les textes et vieux depuis 4 ans. Oui, parce que c'est un parti politique qui est né avec l'esprit de l'insurrection et de la transition. Donc ça fait pratiquement 4 à 5 ans que les réflexions autour donc, de ces partis sont initiées. Alors, vous voulez nous dire que depuis que certains éléments étaient donc à la transition, vous pensez déjà à la gestion du pouvoir? Non, pas du tout. Ça veut dire simplement que les acteurs ici donc de cette insurrection se sont retrouvés aujourd'hui autour d'un mouvement politique qui est le MPS et par conséquent, c'est l'esprit donc de la transition. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, donc votre programme de société sera bâti sous les hauts faits de guerre de la transition? Bon, si vous le voulez, parce que le succès donc de la transition nous permet en tout cas, parce qu'il ne faudrait pas réinventer la roue. Voilà, ce qui a été fait sous la transition en 13 mois chrono suffit largement pour qu'on s'en inspire. Et nous n'allons pas en tout cas mettre les pieds sur le passé, voilà, comme certains veulent le faire. On a vu que au lancement du MPS, vous avez tenté de justifier un peu que ce n'était pas donc composé que des militants, donc en fait des personnalités qui ont pris part à la transition. Il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas donc la transition, mais on se rend compte avec la réponse que vous venez de donner que le noyau dur du MPS c'est la transition. Vous regardez aujourd'hui la jeunesse qui s'organise autour donc du MPS. Vous voulez beau qu'on dise que c'est la transition qui s'est retrouvée dans les MPS, mais en réalité ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas un acteur, donc je n'ai pas été un acteur donc de ce gouvernement de la transition, mais aujourd'hui, je suis fier d'être MPS parce que je fais partie de cette jeunesse-là qui est sortie le 30 et 31 octobre. Donc, c'est l'esprit de la transition, c'est l'esprit donc de l'insurrection populaire. Alors, citez-nous un peu quelques exemples d'actions qui ont motivé donc le fondement donc la création du MPS, d'où vous tirez en tout cas les bénéfices de la gestion de la transition. Si vous regardez très bien, et si vous voulez, je vais parler donc du programme d'urgence donc de la transition, le PESUT. Ce programme qui a été financé avec la rationalisation donc des ressources de la transition a permis donc de financer
68 complexes scolaires. Si vous voulez, vous pouvez bien vérifier cela. 68 complexes scolaires qui ont été financés. Il y a 3 amphithéâtres qui ont été construits aussi bien à Ouagadougou, à Bobo qu'à Koudougou. Et vous regardez aujourd'hui, il y a plusieurs amphithéâtres qui sont initiés, voilà, par le gouvernement en place, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore construit. Si vous voulez encore, il y a plus de 950 projets qui ont été financés par ces programmes-là. Et aujourd'hui, vous voulez bien, mais si on vous demande autant d'exemples, c'est certain que vous n'en trouverez pas. Alors, le MPS, en 13 mois, a-t-il fait, pas le MPS, le PESUT, un projet donc de la transition, a-t-il fait mieux que le gouvernement Kaboré, qui lui aussi se targue d'avoir donc construit beaucoup d'infrastructures pour Bon, nous ne pouvons pas faire une comparaison littérale d'un gouvernement de 13 mois à un gouvernement donc de plus de 4 ans. Mais les actions... Un exemple donc oui, de PESUT, voilà, mais qui a eu à faire donc des réalisations. On sait également que la transition, il y avait beaucoup d'acteurs. Il y avait donc les acteurs donc du MPP, il y avait donc l'UPC. En tout cas, il y avait également donc la société civile. Beaucoup d'acteurs y étaient donc pour former donc ce gouvernement et aussi donc le Conseil national de la transition. Et ce sont donc les fruits de la collaboration de tous ces membres que je viens de citer là qui ont certainement donc contribué à l'élaboration du PESUT et également donc à sa mise en œuvre. Alors, dire aujourd'hui que cet exemple suffit pour permettre à booster un peu le MPS, est-ce que ce n'est pas un peu trop limité? Ce n'est pas limité, c'est un élément, c'est un aspect. Quand vous regardez ce programme-là, ce programme a été exécuté à 95%. Et si vous regardez aujourd'hui le PNDS, qui est le référentiel actuel donc, du développement, vous vous rendrez compte que nous ne pouvons jamais atteindre un taux de réalisation de 95%. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui nier, en tout cas, la bonne volonté donc, des acteurs de la transition. Voilà. C'est pour cela que nous disons d'ailleurs que notre président d'honneur, son Excellence Yacouba Isaac Zida, c'est bien un rassembleur, c'est un gouvernement composite, société civile, militaire, parti politique. Et aujourd'hui, si ces messieurs-là se retrouvent dans un parti politique, vous ne pouvez pas nier que, en tout cas, c'est du sérieux. Alors vous dites que c'est un rassembleur, pourtant il a également eu maille à partie avec certaines personnes au Burkina Faso. Certaines personnes, notamment donc son ancien corps d'origine, le RSP. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est les généraux... On a vu Yacouba Isaac Dida également se réfugier au niveau donc de la cour royale donc de Moro Naba. Est-ce que tout ça voudrait... C'est vrai, on peut dire que l'homme n'est pas 10, l'homme est 9, comme le dit donc les Mossé, mais de là à dire que c'est un rassembleur pour une gestion de pouvoir de 13 mois, on peut dire que c'est la transition qui a révélé Yacouba Isaac Dida. Est-ce que vous n'en pas trop long? Si vous voulez, j'ajouterai que c'est un patriote. Parce que malgré l'existence d'une réquisition, il est sorti, il s'est opposé à ce qu'on massacre les populations. Donc, si vous voulez, j'ajoute que c'est un patriote. Alors, voilà. On sait que Yacouba Isaac Dida n'était que le premier ministre de la transition. Il y a eu aussi donc l'ancien président donc la transition, M. Kafando Michel. Alors aujourd'hui, quel est son rôle dans le MPS? Puisque vous semblez en tout cas tirer donc vos fondements de la gestion de la transition. Est-ce qu'il est aussi membre d'honneur ou il est approché donc dans le cadre donc, des activités du MPS? Je ne saurais vous le dire, mais nous avons jusqu'à 2020 et jusqu'à 2025 pour le savoir. 2020-2025, nous sommes dans 2020. Les élections, c'est dans 6 mois. Oui, nous avons encore jusqu'à... les acteurs de la transition. Nous avons encore jusqu'à novembre 2020 pour le savoir, si c'est le cas. Alors, le MPS... Beaucoup de partis connaissent déjà leurs candidats. Vous avez dit que c'est Yacouba Isaac Dida, votre candidat. Il faut qu'il soit sur le territoire national. Oui, bien sûr, il le sera et c'est très bientôt. Nous ne craignons rien. Parce que jusqu'à présent... Vous avez dit que c'est en juin que vous devez faire donc votre congrès d'investiture. Oui. En sa présence? Bien sûr que c'est ça, en sa présence. Alors vous êtes à émission Tout droit au but et vous devez dire la vérité donc aux auditeurs parce que vous savez, tout ce que vous dites est entendu partout par le monde. Certainement que si Yacouba Isaac Zida est au courant de l'émission, il pourra donc la suivre donc, via le site internet. Alors Yacouba Isaac Zida rentrera en juin pour prendre part donc au congrès d'investiture du MPS. Je dirais que Yacouba Isaac Zida rentrera bientôt. Bientôt parce que le contexte sanitaire aujourd'hui n'est pas à ignorer. Voilà. Lui-même, il a dit le 17 février dernier qu'il il sera là au congrès d'investiture. Donc si aujourd'hui il n'est pas encore arrivé, ce n'est pas de sa faute, mais c'est bien sûr le contexte qu'il en tient compte. Et je voudrais en tout cas profiter de votre micro, dire à cette population, à cette jeunesse-là qui se mobilise autour donc, de la personne de Zida, que Zida va rentrer. Parce que jusqu'à preuve de contraire, rien ne pèse sur notre général, notre candidat aux élections de 2020. Et par conséquent,
il va rentrer. Il est en période de désertion. Est-ce que s'il rentre, vous ne craignez pas que l'armée lui demande compte? Mais si vous dites désertion en temps de paix, pour quelqu'un qui est radié, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour nous. À partir du moment où il a été radié, nous ne comprenons pas ce discours. C'est la désertion qui a conduit donc à la radiation. Bon, dans l'un ou dans l'autre, Zida aujourd'hui est radié et cette question est une question de non-sens. En un mot, vous ne craignez pas donc pour... Pas du tout, parce que jusqu'à présent, aucune plainte ou quoi que ce soit n'est déposée, en tout cas, contre notre candidat. Alors, quand est-ce qu'il est prévu donc votre congrès? Bon, pour le moment, vous savez très bien qu'on avait prévu entre mai et juin. Et actuellement, nous sommes en discussion. Voilà, des discussions qui vont tenir bien sûr compte de la situation sanitaire. La situation sanitaire, quoi qu'on dise, malgré donc la Covid-19, les élections sont prévues donc pour le 22 novembre et vous êtes obligé donc de tenir compte également de ce timing. Oui, nous créons beaucoup plus aussi la vie donc des populations. Nous ne regardons pas seulement le 22 novembre parce que c'est la vie donc des électeurs aussi qui est là. Voilà, ça ne sert pas donc d'organiser donc des élections ou de précipiter pour organiser un congrès si vous n'avez pas d'électeurs, si vous n'avez pas de vie. On sait qu'aujourd'hui, la maladie est en train donc de redescendre au Burkina Faso et beaucoup de partis politiques reprennent donc leurs activités. D'où le fait que j'insiste encore. Est-ce que vous ne craignez pas d'être pris par le temps? Nous avons repris nos activités le 21 mai. Et vous verrez très certainement les jours à venir que toutes les questions que vous posez trouveront leur réponse dans nos actions. Alors, le MPS aujourd'hui, dans le maillage du système géographique donc, du Burkina Faso, vous avez été créé, vous avez dit depuis 4 ans, 5 ans, le MPS germait, donc dans le cœur de ses géniteurs. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire le niveau d'implantation du MPS sur le territoire national? Nous sommes, pour être concret, nous sommes à 60% d'implantation. Et aujourd'hui, là où le MPS n'est pas encore structuré, et officiellement, il existe donc des structures informelles. Parce que les régions qui sont touchées par la question terroriste, il y a des zones aussi stratégiques, voilà, pour lesquelles nous ne voulons pas précipiter la mise en place donc, des bureaux. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Des zones stratégiques, expliquez un peu plus, on comprend. Bon, il y a des provinces qui a forte potentialité vraiment électorale et nous ne voulons pas précipiter les mises en place donc, des bureaux. Et si vous vous rendez compte des localités qui n'ont pas encore de structures provinciales, c'est peut-être à cause de cela ou à cause donc, de la question sécuritaire. Vous créez donc des problèmes d'émission? Pas du tout. Vous n'avez pas confiance? Pas du tout. En politique, c'est ça. Ces personnes que vous voulez donc responsabiliser? Pas du tout. En politique, c'est ça. En politique, c'est ça. Les uns vont rentrer, les uns vont descendre en cours de chemin. Voilà. Nous voulons être sûrs, nous voulons bâtir quelque chose de sérieux, de sincère et nous ne sommes pas dans la précipitation. Êtes-vous confiant donc de remporter les élections de 2020? Très clair. Nous sommes confiants que nous allons remporter ces élections. Si toutefois la dynamique que le MPS a créée, la dynamique autour de laquelle la jeunesse burkinabé s'organise, si ça continue ainsi, nous ne créons pas, en tout cas, notre victoire en 2020. Pourtant, il y a un président candidat qui rebelote. Vous savez, si vous faites aujourd'hui donc des sondages, vous vous rendrez compte, si c'est des vrais sondages, vous vous rendrez compte que ce président actuel, candidat aux élections-là, en réalité, ce n'est pas, je peux le dire sans risque de me tromper, la légitimité populaire qu'il a aujourd'hui n'est pas, en tout cas, celle qu'il avait en 2015-2016. Donc pour vous, c'est un atout pour que vous puissiez le battre aux élections? Oui, c'est un atout. En face de lui également, il y a Kadri Désiré Ouedraogo, il y a Idi Komboyo qui vient donc d'être élu comme le porte-étendard du CDP. Il y a également Zéphirin Diabré. Vous avez donc on va dire, des gros candidats en face de vous. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Ça ne nous inquiète pas du tout parce que la jeunesse a compris que le système qui était là depuis 1960 qui nous gouverne est en fin de mission. Et donc, il faut aller vers une autre façon de faire la politique. En fin de mission, c'est-à-dire est-ce qu'en politique, il y a une retraite? Oui, il n'y a pas de retraite. Mais il faut dire que ce qui importe en politique aussi, c'est la légitimité. Aujourd'hui, ils ont la légalité donc de participer à des élections, mais ce n'est pas sûr qu'ils ont cette légitimité populaire-là d'être retenus ou d'être élus. Et pour vous, c'est Yacouba Isaac Zida qui a cette légitimité populaire? Oui. Yacouba Isaac Zida a cette légitimité populaire. Et si vous regardez très bien, si vous nous suivez un peu partout, vous vous rendrez compte que ce que je vous raconte, en tout cas, ce n'est pas du faux, c'est du vrai.
Donc, on s'attendra certainement à un congrès du MPS au stade du 4 août. Certainement, oui, et très bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, vous qui nous prenez en marche, sachez que vous êtes à votre émission Tout droit au but et je reçois pour vous monsieur Roger Sawadogo. Il est membre du secrétariat exécutif donc, national du mouvement patriotique pour le salut, le MPS, parti dirigé donc par le professeur Augustin Loada et dont le président d'honneur c'est Yacouba Isaac Zida. Nous parlons donc de l'actualité dans cette émission, mais nous sommes en train donc de parler du MPS. Alors, hormis donc l'investiture, actuellement vous êtes sur quel chantier au niveau donc du MPS? Comme quoi? Les activités terrain. Alors, nous avons programmé donc des activités de sortie sur le terrain. Après Covid, bon, c'est vrai que la crise sanitaire est-ce qu'on parle là donc d'après Covid parce qu'on oui. nous dit d'apprendre à vivre avec le Covid? Oui, tout à fait. Tout à fait. À partir du moment où on est permis en tout cas de vivre avec le Covid, nous allons aller sur le terrain. Nous avons programmé donc des rencontres un peu partout, aussi bien à Ouagadougou qu'à l'extérieur donc de Ouagadougou, pour échanger avec les militants, pour voir quelles perspectives, en tout cas préparer pour le congrès et bien sûr les échéances électorales. Alors donc on va passer à une autre actualité parce qu'on est pris par le temps. Si le temps le permet, on reviendra donc sur le MPS vers la fin de cette émission. Alors donc les autres sujets ont été donc énoncés au cours donc de cette émission et on le sait très bien. Il s'agit donc de 12 présumés terroristes qui ont été donc retrouvés morts. Après on avait donc des cadavres sur les réseaux sociaux. Il y a eu donc des voix qui se sont élevées pour aller donc à des exécutions sommaires. Le maire de Doré lui a dit qu'il a trouvé donc son cousin gamin qui a été victime d'une balle. Le procureur de Fada va donc faire une conférence de presse du côté donc de Fada pour dire de quoi sont morts, mais en attendant que le procureur nous dise exactement de quoi ils sont morts. Vous avez suivi le tollé que cela a créé. On a vu le président du FASO qui a dit que cela va être traité sans état d'âme. Au niveau du MPS, comment vous avez traité cette actualité? Vous voyez, cette question au niveau du MPS, nous la regardons à deux niveaux. Voilà. Le premier niveau, c'est de dire que cette façon de banaliser la vie humaine, voilà, pour des faux prétextes que c'est le terrain qui détermine la manœuvre, en tout cas, est catastrophique, en tout cas, au regard de notre contexte. Alors pour vous, c'est une banalisation de la vie humaine? Oui, c'est une banalisation de la vie humaine parce que aujourd'hui, on est en train de faire croire à la population que pour lutter contre ce terrorisme-là, il faut en finir avec toute personne présumée, en tout cas, de ces questions. Et là, c'est une tentative vers une banalisation donc, de la vie humaine. Le deuxième élément qui est en même temps lié à ces premiers, c'est que ça pose la question actuellement de notre capacité à faire face au phénomène terroriste. Parce que c'est clair que nous pouvons engranger donc des succès militaires, mais si on continue de la sorte, on va arriver à une situation où on va se retrouver dans une défaite politique et sociale. Parce que la seule chose qui nous reste pour vaincre ce terrorisme-là, c'est bien sûr la cohésion et l'unité nationale. Et si on va dans ce sens, c'est clair qu'on va fracasser l'unité et la cohésion nationale. Alors, et le président lui-même le reconnaît en disant que voilà, cette situation est inacceptable. Nous comprenons en tant que chef suprême donc, des armées. Si lui-même il est dit, c'est que nous sommes en train d'aller vers une autre crise, vers en tout cas un autre affrontement qui va porter atteinte à notre cohésion, à notre unité nationale. Alors donc pour vous, l'unité nationale et la cohésion nationale est à mal? Oui, clair. Et c'est clair. Et ça, c'est un risque assez grand pour qu'on ne puisse pas vaincre ce terrorisme. Parce que la seule ressource qui nous reste pour vaincre ce terrorisme, ce sont nos populations. Parce que si vous voulez bien qu'on arrive à lutter contre ce terrorisme-là, il ne faudrait pas qu'on tombe dans les pièges donc, de l'ennemi qui est donc de nous mettre en conflit avec les innocents. Voilà. Nous sommes pour l'état de droit et nous ne pouvons pas accepter voilà, de telles exactions. Donc le CISC a demandé la démission du ministre de la Défense, Chérif Sy. Est-ce que vous êtes également donc pour cette proposition? Bon, nous ne sommes pas dans cette dynamique, mais tout ce que nous demandons, que la justice soit faite. Le président a souhaité qu'il y ait une enquête judiciaire et administrative, mais nous, à notre niveau, nous pensons qu'une enquête indépendante serait mieux. Parce que si on ouvre aujourd'hui une enquête administrative pour cela, c'est clair que nous serons dans 1 ou 2, 3 ans sans suite de cette situation. Alors, le procureur a ouvert donc une enquête confiée donc à la gendarmerie. Alors, on peut dire qu'elle est indépendante? Oui,
Supposons qu'elle est indépendante, mais tout ce qui compte pour nous, c'est vraiment que cette question soit le plus rapidement traitée pour que de telles exactions ne soient plus commises, en tout cas au Burkina Faso, parce que c'est notre unité nationale qui est en danger. On a vu l'ambassadeur des États-Unis s'offusquer également donc de ces exactions qui ne sont pas d'ailleurs donc une première. On a vu Barga, il y a eu Irgou. Pour vous aujourd'hui, cette succession donc de tueries de personnes présumées terroristes, à quoi cela rime? Est-ce que ce n'est pas tombé dans le jeu des terroristes? Oui, c'est ce que nous sommes en train de commettre comme erreur, tomber dans les pièges donc des terroristes, qui est donc de nous mettre en conflit. Voilà, parce que si les terroristes gagnent cette bataille-là, c'est clair que voilà, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent sur nos territoires. C'est de nous mettre en conflit les populations innocentes. À quoi faudra-t-il s'attendre? De quelle façon? Sur déjà ces manières donc d'exécuter ou des morts suspectes, sans par exemple qu'on ait en tout cas de coupables. Ça se répète aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte qu'on est en train de toucher donc le fond? Oui, ça pose la problématique de l'implication de la population dans cette lutte contre le terrorisme. Voilà, nous avons souhaité que les populations soient impliquées, mais c'est le meilleur rapport entre population et militaires que ce gouvernement n'a pas encore trouvé. Et tant que ce meilleur rapport ne sera pas trouvé, c'est clair que l'un va incriminer l'autre et c'est des innocents victimes que nous allons compter. Et ça, c'est dangereux. On peut dire que les populations sont impliquées. Il y a eu donc le recrutement des volontaires qui paient également donc le lourd tribut à certains endroits avec les FDS. Vous savez, c'est le moindre mal peut-être, mais notre président d'honneur avait proposé en son temps, en 2018, que au lieu donc de continuer à... Je rappelle que votre président d'honneur, c'est Yacoub Accident, le ministre de la Transition. Voilà. Il avait proposé en 2018 que dans les zones qui sont attaquées aujourd'hui, que le gouvernement puisse lever un contingent de plus de 3000 soldats pour changer vraiment la liste des recrues. Voilà, aujourd'hui, on nous parle donc de volontaires. Oui, mais nous sommes de regarder l'évolution de façon que ça aurait été bon, on procède à la façon que notre président doit poser. C'était la meilleure façon. Aujourd'hui, la population doit s'impliquer. Mais comment? Voilà, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et vous voyez bien que nous avons des difficultés pour avec les volontaires. C'est clair que nous allons retomber dans les mêmes failles. Les volontaires donc perdent la vie avec les FDS. Il y a à craindre en tout cas ce regroupement donc des FDS là ne paye pas, on va dire, n'est pas le fruit escompté. Est-ce qu'aujourd'hui il est en avant-garde d'abord d'informations au niveau donc des FDS. Alors aujourd'hui, au niveau d'un prix possible, ça veut dire que le recrutement là, il faut encore une fois de plus le penser. Oui, c'est pour cela que nous pensons que des soldats seraient mieux. Si par exemple, c'est vous qui êtes l'agent, donc le gouvernement a dit que ce ne sont pas des agents de renseignement, mais en réalité, c'est ce que ça veut dire. Si dans tous les villages, tout le monde sait que c'est l'agent de renseignement, c'est clair que ces gens, on va les massacrer. Mais si ce sont des soldats, la lecture serait... Alors donc, il y a un problème entre communication, population, FDS. C'est ça qui sera donc la grande bataille à gagner. Tout à fait. Tout à fait. Si vous formation, c'est ça. Puisse retomber donc tout à au niveau donc des FDS. Et l'autre aspect, c'est également donc l'équipement. Oui. Si l'information, vous voyez, dans le cas arrêté, les informations sont remontées, mais il n'y a pas... Voilà. Donc, une chose est de s'organiser pour que les informations parviennent, mais une autre chose est de s'organiser de sorte que les FDS puissent répondre à chaque fait. Voilà donc en attendant que le procureur près donc le tribunal de Fada puisse nous en dire plus sur ce qui est arrivé donc à ces 12 présumés terroristes. On va passer à un autre sujet, c'est donc la rentrée scolaire qui est prévue donc pour le 1er juin prochain pour les classes d'examen. Au niveau du MPS, en tout cas à vous lire par moment, on a l'impression que vous n'êtes pas sur la même ligne avec le gouvernement. Oui, nous ne sommes pas sur la même ligne avec le gouvernement à partir du moment où le gouvernement aura les dialogues avec les acteurs donc, de l'éducation. Nous ne pouvons pas être sur la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, nous au MPS, nous pensons que la première étape consisterait à renouer les dialogues entre le gouvernement et les acteurs donc, de l'éducation. Et ça, c'est une condition sine qua non pour que le 1er juin là, soit une réalité. Déjà, il y a des voix qui se lèvent pour dire que tant qu'il n'y a pas la remise, en tout cas, des salaires coupés,
il n'y aura pas de reprise, ou du moins donc certaines activités pédagogiques seront tout simplement bloquées. Oui, et si c'est le cas, nous le comprenons. Parce que si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui de rejoindre son poste, il va vous poser la question de quelle manière il pouvait le faire. Donc, la première condition aujourd'hui, c'est de renouer le dialogue avec les syndicats. Et si le gouvernement pense qu'il peut sauter cette étape, nous, on se donne rendez-vous au 1er juin pour voir les résultats. Mais le gouvernement, à travers donc, le Premier ministre Paul Kaba-Tieba, appelle encore une fois de plus au dialogue. On a même fois entendu donc la bouche du gouvernement qu'ils ont donc lancé un appel aux syndicats, mais c'est les syndicats qui retardent donc la reprise donc, du dialogue. Du coup, on est un peu perdu. Vous savez, c'est eux qui gèrent l'appareil d'État. Et aujourd'hui, je pense que s'il y a la bonne volonté pour aller vers un dialogue, je ne vois pas en quoi ces syndicats qui a toujours été prêt, en tout cas au dialogue, va refuser en tout cas une telle offre. Et l'occasion aussi, je voudrais profiter de votre micro dire au Premier ministre qu'il faut qu'il se rappelle que c'est sous lui que le Burkina Faso a connu son année blanche. Voilà, à l'époque, ce sont ses enfants, c'est l'éducation de ses enfants qui l'avait mis en doute. Aujourd'hui, c'est peut-être l'éducation donc de ses petits-fils. Donc, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il se mette dans le travail avec son ministre donc, de l'Éducation pour que cette année, nous ne tombions pas en tout cas blanche. Une année blanche donc toujours perçue au niveau donc, de l'université de Ouagadougou, qui peine toujours donc, à rattraper son année académique normale. Voilà, nous sommes déjà en retard et si on tombait dans un retard, c'est clair qu'on ne s'en sortira pas à l'avenir au niveau de l'université de Ouagadougou. Alors, le Premier ministre donc, qui a été interpellé sur l'application d'ES a dit à un député, c'est vous qui avez donc voté la loi. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut tout simplement donc faire une loi modificative. On va aviser. Vous savez, c'est de telles actions qui découragent nous, la jeunesse, qui veut s'engager en politique. C'est-à-dire la malhonnêteté. Pour vous défendre quelque chose, que vous faites ces projets à l'Assemblée. C'est bien le gouvernement. Et donc, dire aujourd'hui que c'est l'Assemblée qui a voté la loi, c'est contradictoire. C'est vous qui avez trimballé la loi à l'Assemblée. Et ce n'est pas la faute aux députés, mais bien sûr au gouvernement. Est-ce que les députés, en observant certainement que la loi qui est venue sur leur table va poser problème à son application, étaient obligés donc de voter? Mais dans tous les cas, le premier faut le gouvernement. Et le deuxième problème, c'est de nous dire, oui, c'est vrai, c'est un problème actuellement, mais ce n'est pas de notre faute parce que c'est l'Assemblée qui l'a voté. Nous n'aimerions pas contradiction. Alors, donc, on va revenir un peu sur le cas de Bougou. Les 12 vers les autres, parce qu'une fois un instant, selon donc, le procureur, il n'y a pas eu de traces donc, de balles sur le corps. Alors, comment on peut donc déduire, selon donc, toutes les voix qui étaient élevées, qu'il s'agissait donc d'exact? La seule arme qui peut porter atteinte à la vie d'un être humain. Voilà, ça peut être par asphyxie ou par quoi que ce soit. Là, ne rentrions pas dans cela. Un mort, c'est un mort. Un décès, c'est un décès. Et donc, nous dire comment ils sont décédés, c'est peut-être un détail qui vient encore nous décourager. Sinon, ce qui compte, est-ce que les 12 personnes sont décédées ou pas? Sont décédées, alors c'est la meilleure information est déjà là. L'armentin du fait que les corps ont été donc inhumés sans demander donc pas de balles sur le corps. Puis, est-ce qu'il faut donc sans que les familles concernées ne soient informées ou du moins ne s'y impliquent. Mieux comme ça, nous pensons. Comme ce n'est pas le cas, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui aurait urgence à l'inhumation. À suivre, on revient donc sur l'éducation de l'UTS qui plus donc de l'année académique de reprise. Mais même si l'année est terminée, il y a une autre nouvelle année qui va commencer. À nouveau DMP, quelle donc l'application? Nous, en son temps, nous avons eu à tenir. Regardez aujourd'hui parallèlement. Vous voyez, on a plus de 4. Voilà, qu'on ne sait pas là où c'est rentré. Aujourd'hui, qui les acteurs sociaux aujourd'hui. Nous disons que non. Parce que si c'est l'argent, on sait là où se trouve l'argent. Et donc, vouloir coûte que coûte appliquer l'ITS, alors qu'il y a des possibilités pour mobiliser d'autres ressources, nous pensons que ce n'est pas le moment. Mais il va falloir à un moment donné l'appliquer, oui ou non? Si le MPS venait au pouvoir, que ferez-vous de cette loi donc de ponction sur les indemnités donc, et primes des fonctionnaires? Nous n'allons pas sauter l'étape qui est donc de la rencontre entre tous les acteurs pour discuter donc des richesses nationales. Les syndicats avaient proposé cela et le gouvernement a refusé. La première des choses pour aller vers de telles réformes, c'est de remettre à plat, de ramener autour d'une même table tous les acteurs pour discuter les grands points
en tout cas, qui touchent la vie nationale. Alors, remettre donc à plat les rémunérations salariales. Bon, quand je dis remettre à plat, c'est de déposer sur la table toutes les questions qui minent, en tout cas, le monde politique et social du Burkina Faso, pour que les acteurs discutent. Voilà, c'est ce qui serait le mieux. En tout cas, pour l'instant, cette question donc de l'UITS et également donc des salaires coupés, justement les salaires coupés dont les syndicats qualifient cela donc de coupures sauvages. Vous êtes burkinabé, vous avez certainement donc un frère fonctionnaire. Il y a aussi donc les règles d'administration. Est-ce que c'était légal? Alors, moi je ne vais pas discuter de la légalité ou de l'inégalité, mais moi je vais discuter donc de l'opportunité ou de l'inopportunité. Est-ce que c'était opportun? Au moment qu'on était en train de faire face à une pandémie, au moment qu'on est en train de faire face à une guerre contre le terrorisme, est-ce que c'est opportun aujourd'hui d'ouvrir encore un autre front contre des acteurs du monde social? Nous nous disons que non. Voilà. Et ça, nous ne pouvons pas aujourd'hui comprendre, en tout cas de telles démarches, alors qu'il y a bien d'autres préoccupations plus sérieuses que cela. Alors donc en un mot, vous appelez donc au dialogue gouvernement-syndicat pour aplanir donc ces divergences. C'est clair. Alors on va passer à un autre sujet et il s'agit donc de la mise sous dépôt de l'ancien ministre de la Défense nationale et ancien ministre également donc de la Jeunesse, Monsieur Jean-Claude Bouda, qui séjourne donc depuis hier du côté de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Alors comment vous avez appris cette information? Quand nous avions appris cette information, tout de suite, Est-ce que vous avez cru? Nous n'avions pas cru, mais nous savions que tôt ou tard, un jour, l'état de droit allait s'exprimer. Alors maintenant que l'information est réelle? Et quand l'information est venue, moi particulièrement, la première des choses, c'est de regarder ce que dit la Constitution. Et quand j'ai consulté, j'ai trouvé que l'article 138, 139 et 140 disait que, puisque la plainte qui a été déposée contre lui, c'est quand il était ministre donc de la Défense. Et donc, s'il devrait être mis en accusation, c'est l'Assemblée nationale. Pas l'Assemblée nationale. Donc la Haute Cour de justice. Voilà, via la Haute Cour donc, de justice. Et donc, tout de suite, et après donc des discussions avec nos premiers responsables, voilà la réponse qui est sortie. Votre président est un juriste. Oui, la réponse qui est sortie, c'est que on va écouter donc le procureur, c'est ce qu'il aura dit. Voilà, nous on s'en tiendra. Le procureur travaille sur la base donc des lois. Oui, vous citez donc l'article 138 à 140 oui. Qui dit que les ministres doivent être jugés donc par la Haute Cour de justice. Oui. Et là, ce n'est pas la Haute Cour de justice qui a enclenché la procédure. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous êtes inquiet comme les autres Burkinabés qui estiment que c'est juste de la poudre aux yeux? Une liberté provisoire pourrait donc survenir et puis après le dossier suivra son cours. Oui. Ou bien comment vous pensez? Oui, nous voyons cela comme une affaire dans une affaire. Une distraction donc de la population, de cette jeunesse-là, de cette population qui s'organise autour aujourd'hui contre des questions donc de corruption et de détournement dans notre pays. Alors, moi-même, je dis que le ministre Bouda, c'est parce qu'il n'a pas la chance. Sinon, il y en a qui ont fait pire que lui. Voilà. Et vous parlez de qui? Oui, je parle donc du ministre donc, des Mines. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la rumeur selon laquelle des militaires ou du moins des gens de la sécurité s'organisent pour manifester qui auraient précipité cette affaire? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que qui a posé cette plainte-là contre le ministre? C'est le RENLAC. C'est le RENLAC. Alors, pourquoi le gouvernement lui-même n'a pas démis le ministre au moment où il commettait ses exactions ou du moins ses détournements? Ou du moins, pourquoi le gouvernement n'a pas demandé à ce que l'Assemblée nationale les mette en accusation ou quoi que ce soit? Donc aujourd'hui, nous voyons cela comme une sorte de distraction pour détourner l'opinion publique au regard donc, des grandes questions, notamment donc, de détournement, de corruption au plus haut sommet. Voilà, pour que on se dise que les élections c'est pour bientôt, mais vous voyez que nous sommes sur la bonne voie, en termes donc de bonne gouvernance, la justice fait son travail, etc., etc., etc. Donc c'est pour justifier l'indépendance de la justice? Oui, c'est une façon. Que cela a été fait. C'est une façon donc. Le juge était dans son bon droit de déposer donc l'ancien ministre Jean-Claude Bouda en fonction donc des griefs qui lui sont reprochés. Bon. Je rappelle que cette plainte a été déposée depuis 2019. C'est ça le malaise. C'est ça le malaise. Depuis 2019 et c'est aujourd'hui.
et depuis 2019, et ce n'est pas le gouvernement. Donc, ça pose en tout cas. Ce n'est pas la haute cour de justice. Ce n'est pas la haute cour de justice aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut attendre des précisions les jours à venir avec les procureurs. Alors, donc, vous êtes un Burkinabé, vous voulez également que les citoyens, les droits des citoyens soient respectés, même si Jean-Claude Bouda a été tout simplement donc déposé par des faits qui lui sont reprochés. Mais, selon vous, est-ce que la procédure pour le déposer à la MACO a été respectée? Bon, nous ne sommes pas allés en profondeur pour le savoir, mais nous voyons déjà que le départ est faussé. Voilà. Mais s'ils vont se rattraper, on aura l'occasion donc d'apprécier. Se rattraper, pendant ce temps, il y a une personnalité, on va dire un citoyen burkinabé, qui croupit déjà dans les geôles. Bon, vous savez, est-ce que vous savez qu'en 2019, l'autorité supérieure du contrôle d'État avait aussi relevé qu'à la suite donc de l'attaque des chefs d'État-major, il y a un constat qui avait été fait, que des armes, ou du moins des gilets pare-balles, avaient été commandés sur facturation au niveau donc du ministère de la Sécurité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Dans la même année, si vous regardez bien, je crois que c'est le journal Les Pays, les syndicats donc de la police, l'INAPOL, avaient accordé une interview où ils disaient que il y a un budget donc du ministère de la Sécurité qui est destiné à acheter donc des armes pour la police, mais aujourd'hui, ils n'ont pas accès à ces armes-là. Comme quoi, la police a une mission civile et non une mission militaire. Et les syndicats avaient démontré par A plus B en quoi c'était des détournements. Et qu'est-ce qui a été fait? Rien. Donc aujourd'hui, avec Jean-Claude Bouda, bon, c'est vraiment une malchance pour lui. Sinon, il y a bien pire que ça. Une malchance? Est-ce qu'il n'a pas fauté? Il a fauté. Et tôt ou tard, on savait que ça allait vraiment les rattraper. Mais c'est comme je l'ai dit, c'est une affaire dans plusieurs affaires. Il s'est dit serein puisqu'il a même publié sa page Facebook qu'il était en tout cas, il s'est mis à la disposition de la justice, l'État, donc la démocratie y va avec. Donc il est prêt à se dédouaner. On verra. S'il est serein, nous aussi nous sommes sereins, on verra. Mais quand vous avez vu donc sa bâtisse du côté de Manga? Oui, ça pose un problème qui est la question sociale. La question sociale. Quand vous voyez un gouvernement, si vous êtes dirigé par un gouvernement social-démocratie, je rappelle que le MPS aussi est un parti politique qui relève donc de la social-démocratie. Mais quand vous voyez un gouvernement qui est en tout cas social-démocrate, avec donc de telles actions sur le terrain, voilà, ça pose un problème. Ça pose donc un problème. En tout cas, le RENLAC donc a porté plainte et qui a vu sa plainte porter fruit puisque l'ancien ministre Jean-Claude Bouda a été déposé donc sous mandat de dépôt depuis hier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous laisse encore 15 minutes donc pour terminer l'émission. On va parler donc de la CENI qui a engagé donc depuis que la pandémie a commencé donc à baisser l'enrôlement donc des citoyens burkinabés. Il ressort que dans plusieurs localités, la CENI ne peut pas donc s'y rendre pour enrôler les Burkinabés suite donc aux conséquences des attaques terroristes, de l'insécurité donc sur le terrain. En tant que parti politique, quelle analyse vous faites donc de cet état de fait, surtout quand on sait qu'il y aura une campagne en novembre et vous devez donc aller sur le terrain pour battre campagne. Est-ce que vous n'avez pas de crainte? Nous avons des craintes parce que il y a d'abord la vie donc d'une grande partie de la population qui est menacée. C'est vrai, nous voulons aller vers des élections, mais nous voulons aller vers des élections avec des vies. Nous voulons aller vers des élections avec des électeurs, en tout cas, qui sont en vie. Bon, la CENI avait décrit plusieurs scénarios, voilà, qui allaient nous permettre donc de faire ce travail sur le terrain. Donc, aujourd'hui, même à notre niveau, la question qui se pose, c'est comment le gouvernement va s'organiser pour que des campagnes, bon, d'abord l'établissement donc des cartes d'électeurs, ensuite la campagne électorale là, puisse se tenir en tout cas dans ces localités. Voilà, c'est une question qui nous préoccupe tous, mais que nous restons patients, nous restons observateurs. On va regarder ce que la CENI va faire.
les points. La CENI a déjà dit qu'elle ne peut pas arriver dans certaines localités. Vous dites qu'on va voir ce que l'État va faire pour que la campagne se tienne sur tout le territoire national. Or, on sait qu'actuellement, cela est impossible si on tient compte de la réalité du moment sur le terrain. La CENI elle-même n'arrive pas donc à enrôler vos électeurs. Ce n'est pas donc à l'État qui pourra donc garantir votre présence, donc, par exemple, dans des localités en insécurité pour battre campagne. On a vu au Mali ce que cela a posé comme dégâts. Il y a un candidat qui, actuellement, est toujours entre les mains donc, des ravisseurs. Mais la seule certitude que nous avons, c'est qu'au regard de l'expérience donc, des autres pays, nous ne pensons pas que pour cette raison, on boycotte les élections donc, de 2020. On ne vous demande pas de boycotter, on vous demande les conséquences que cela va il y aura certainement des conséquences. C'est une élection couplée. Il faut forcément donc des députés donc des 45 provinces. Il y a des provinces où il n'y a pas de population puisqu'elles se sont donc déplacées. Comment cela va se faire? La CENI avait donc proposé plusieurs scénarios, mais jusqu'à preuve du contraire, les scénarios donc la CENI n'ont pas été validés par la classe politique, non pas donc du gouvernement. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que nous demandons le retour à la discussion. Voilà. Aujourd'hui, si on interroge la classe politique dans sa totalité, c'est clair qu'un juste milieu va être trouvé pour que nous allions aux élections. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ce que nous vivons là n'est pas une conséquence donc des choix que nous avions portés en 2015? Donc si aujourd'hui on va s'asseoir... Vous voulez dire comme Zéphirin Diabré, chef de l'opposition politique, que les Burkinabés se sont trompés en 2015? Oui, mais c'est clair, les Burkinabés se sont trompés. Et donc, c'est une occasion pour eux donc de rectifier les tirs. Et si les Burkinabés venaient à confirmer encore une fois de plus On verra au soir donc du 22 novembre. Et si les populations venaient à commettre encore de telles erreurs, c'est à la population donc d'assumer les conséquences. Mais en attendant, vous allez donc à une bataille et vous devez tout simplement tous assumer les conséquences, entre donc le juste milieu pour que les Burkinabés, en tout cas où qu'ils se trouvent, se sentent Burkinabés par la participation de ces élections. La Constitution n'a pas donc prévu des parcellaires au cas où il n'y a pas d'élection donc de la présidence. En fait, pour élire le président du FASO, c'est comme un piège pour la classe politique. C'est un piège pour la classe politique, notamment les gouvernements en place. Voilà. Si depuis là, puisque des ministres ont passé tout leur temps à dire qu'on maîtrise la question sécuritaire. Donc, est-ce que ce n'était pas le rôle également de donner confiance à la population? Non, ça ne sert pas. Imaginez-vous un ministre qui sort qui dit qu'on n'a pas la maîtrise donc, de la situation. Mais un ministre qui dit qu'on a la maîtrise de la situation dans ce contexte-là, c'est un ministre qui ne fait pas son travail, qui ne va pas sur le terrain. Pendant ce temps, regardez ce qui se passe à Fada. Voilà, la population est sortie. Et c'est la preuve que nous ne maîtrisions pas la situation. Et si on s'était dit la vérité au départ, c'est clair qu'on n'en serait pas à cette étape. Quelle vérité, par exemple? La vérité, c'est de dire aux populations que cette question de lutte contre le terrorisme-là, on a besoin donc de vous. On a besoin de vous, on va vous associer, on va vous impliquer, voilà, de par la bonne manière. Voilà. Mais on a passé le temps, si vous regardez très bien, au départ, on a commencé à dire que c'est l'ancien régime, après on a dit que c'est les IDA, après on a dit que c'est telle personne, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est que plus tard que le gouvernement s'est rendu compte qu'il n'était pas sur la bonne voie. Et donc aujourd'hui, nous pensons que s'il rectifie vite les tirs, on verra ce que ça va donner. Alors pour vous, ces accusations ont eu certainement un impact sur le terrain pour c'est clair, c'est clair. Parce que quand vous avez cette façon donc d'accuser divise la population. Cette façon donc d'accuser divise la population. Vous savez très bien que Blaise Compaoré a passé 27 ans au pays. Il y a des gens aujourd'hui au pouvoir, disons. Il y a des gens actuellement, jusqu'à preuve du contraire, sont pour Blaise. Et donc, dire que c'est Blaise... Alors lui aussi, il est président d'honneur comme... oui, il est président d'honneur donc du CDP. Pourquoi les présidents d'honneur sont tous en exil? Voilà. Donc, cette façon donc de diviser la population nuit à la lutte contre le terrorisme. Voilà. Quand vous dites que c'est Zida, les gens ont vu les actions concrètes que Zida a menées sur le terrain quand il était Premier ministre et quand il était même chef d'État pendant les 21 jours. Voilà. Alors pour vous, quand on accuse un leader, par exemple, qui a beaucoup de militants, quand un pouvoir accuse, cela a une répercussion. C'est une répercussion. C'est une répercussion parce qu'il y a des gens qui croient à certains leaders parce qu'ils ont vu des actions sur le terrain et donc ils voient de telles contradictions. Si vous me permettez, quand vous regardez les 100 premiers jours donc, de Roch à Bobo, il a dit, ça c'est nous concernant, que le président Yacouba Isaac Zida a demandé une autorisation pour rentrer, pour aller voir sa famille.
voilà, au Canada, le délai est dépassé, que non seulement il devrait rentrer, mais aussi rentrer pour lever les voiles qui planent sur la gestion donc, de la transition, sans attendre les rapports donc, de la Cour des comptes. Donc vous voyez que déjà, sans premier... La Cour des comptes a totalement blanchi la transition. Voilà. A vraiment bien géré. Tout à fait. Donc si vous voyez un président 100 jours après, c'est de telles exactions, ça pose un problème. Et dans le même temps, 3 mois après, Simon Compaoré disait que les véhicules, et il y a des véhicules qui ont été volatilisés, voilà, sous la transition, etc., etc. 3 jours après, juste après, 3 jours après la déclaration de Simon, le journal Le Pays a révélé que c'est plutôt même la transition qui avait fait le constat donc, de ces véhicules qui sont disparus. Donc vous voyez déjà que dès le départ, on a faussé. C'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi, c'est une mauvaise volonté. Rien que hier, moi je relisais donc le discours donc, du président du Faso à son investiture où il disait qu'il reconnaît les bravoures, le travail donc de Michel Kafando et de son excellence Yacouba Isaac Zida dans son discours d'investiture. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est de l'hypocrisie ou quoi? Voilà. Donc si vous voyez, 100 premiers jours, 3 premiers mois. Est-ce que ce n'était pas dans l'effet de l'action, surtout que beaucoup de voix s'élevaient pour dire que la transition a passé la main au MPP? Bon, c'est des interprétations. C'est des interprétations, mais accompagnées de la mauvaise foi. Parce que si 100 premiers jours déjà, vous commencez à diviser la population, c'est clair qu'on allait vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, donc pour vous, vu tout ce que vous relatez, est-ce qu'il est nécessaire d'aller à l'élection présidentielle de 2020? Puisqu'il y a Aruna Diko qui clame haut et fort qu'il n'est pas possible qu'on aille aux élections sans que, par exemple, 1 cm², donc, où se trouvent donc des Burkinabés, ne prennent pas part aux élections. Il faut absolument aller aux élections en 2020. Pourquoi? Pour corriger l'erreur que nous avions commise en 2020 et en 2015. Voilà. Quel que soit le prix. Et quel que soit le prix, c'est vraiment pas des vies humaines. Voilà. Nous allons nous baser sur l'expérience donc des autres pays pour aller vers une élection, voilà, plus ou moins apaisée. On est pratiquement en fin d'émission. On va vous donner donc quelques secondes pour nous parler encore du MPS, pour un appel à lancer également donc à la population également sur les pratiques des mesures barrières contre la Covid-19 et on va se dire au revoir. Donc je voudrais d'abord vous dire merci pour cette invitation que vous avez accordée au mouvement patriotique pour le salut. Et je voudrais deuxièmement dire à la jeunesse et à laquelle moi-même j'appartiens que le MPS est sur la bonne voie. Et je les invite non seulement à s'engager en politique, mais aussi à nous rejoindre pour qu'on mène ces combats nobles qui aident à changer les choses, en tout cas aux élections de 2020. Je voudrais également leur dire que les craintes du retour de notre candidat, son Excellence Yacouba Isaac Zida, oui, nous le comprenons, mais qu'il garde raison que son Excellence Yacouba Isaac Zida va rentrer et c'est très bientôt. Et le seul travail que nous devrions faire pour préparer son retour, c'est de sonner la mobilisation, mobiliser nos familles, mobiliser nos villages, mobiliser nos provinces, que c'est dans la mobilisation que nous pourrions bien préparer son retour. Donc à tous les Burkinabés, nous voudrions leur souhaiter en tout cas bon processus donc de déconfinement, que nous continuons à respecter les mesures barrières prescrites par les autorités sanitaires et politiques, que le lendemain sera meilleur. On vous dira donc merci d'être passé donc à cette tribune tout droit au but. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. À très bientôt donc pour une autre émission sur ce même plateau.